Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne qui rassemble à la une de ce journal. La première dame de Côte d'Ivoire a reçu un prix ce vendredi 20 octobre 2023. Dominique Ouattara est récompensé pour son engagement envers les populations des couches sensibles. C'est le groupe des épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités dans notre pays qui lui rend cet honneur. La cérémonie s'est déroulée au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. L'actualité, ce sont aussi les passations de charges qui se poursuivent dans les différents ministères après le remaniement du gouvernement. Les nouveaux entrants ont reçu officiellement les documents. Ceux à qui de nouvelles charges sont confiées sont également rentrés en possession des affaires courantes. Le travail peut commencer pour les uns et se poursuivre pour les autres. Et puis, la porte entre l'Égypte et Gaza s'est finalement ouverte aujourd'hui. L'aide humanitaire parvient dans l'enclave pour la première fois depuis l'attaque du Hamas. Une ouverture très brève. Seule une vingtaine de véhicules a pu passer. 1 à 2 camions contiennent du matériel médical, mais on ne sait pas encore quoi exactement. Se désole Mahmoud Hamad, responsable au ministère de la Santé à Gaza. Mais pour les Gazaouis, il s'agit d'une première victoire. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. La mère des enfants, la consolatrice de la veuve et de l'orphelin ou encore le soutien des démunis. Bref, ce sont autant de qualificatifs qui collent parfaitement à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Elle a reçu ce vendredi un prix récompensant son engagement envers les couches sensibles. C'est un combat de plus d'une trentaine d'années qui est salué par le groupe des épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités dans notre pays. Le témoignage d'Angela Diallo. La première dame de Côte d'Ivoire, célébrée par les épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a reçu une distinction pour sa générosité, son dévouement et son engagement pour le bien-être des plus démunis à travers sa fondation, Children of Africa. Nous voulons vous remercier de nous associer à l'ensemble de vos cérémonies que vous présidez dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire en faveur des enfants et des femmes. Notre association, depuis la dernière gala en 2019, n'a pas été inactive. Nous avons en effet réalisé des forages d'eau dans 3 villages, dans des tricycles dans un village, utilisés comme ambulance et pour le transport scolaire. Prise en charge de la scolarité d'un jeune ivoirien étudiant dans la classe préparatoire scientifique du lycée Blaise Pascal. Soutien à 5 jeunes artistes. La première dame s'est dite honorée avant de rendre un hommage à ces femmes engagées aux côtés de leurs époux en mission en Côte d'Ivoire. Je voulais aussi profiter de ce moment pour dire qu'elles sont formidables. Ces dames, vraiment, elles sont tout le temps à nos côtés pour les actions humanitaires et elles le font aussi directement. Elles font beaucoup de bien à Abidjan, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, aux enfants, aux femmes, pour apporter de l'eau dans les villages. Et je voudrais vraiment leur dire merci et les féliciter. Au menu de ces festivités, une projection vidéo, des actions caritatives menées par l'Association des épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire, des prestations d'artistes, un défilé de mode et une vente aux enchères. Les dons obtenus vont permettre de mener des actions de bienfaisance envers les populations. Le groupe des épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire est une association volontaire qui apporte une assistance bénévole sociale, morale et matérielle aux familles et aux populations défavorisées. Et pendant ce temps, l'ancien directeur général du Trésor, désormais ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Conan, a pris fonction. La passation de charge avec son prédécesseur Jean-Luc Assis s'est déroulée hier vendredi sous le regard de Grace Kando. Après avoir passé environ 3 ans à la tête du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis passe la main à Jacques Assaoré-Conan, nouveau ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Passation de charges supervisée par le secrétaire général du gouvernement d'H. Allemagne. Le ministre sortant Jean-Luc Assis revient sur les chantiers marquants.
Le nouveau Code de l'environnement, adopté par le Parlement le 1er juin 2023, est en attente de l'étape du Sénat. Le projet de dépollution des lacs de Yamoussoukro. L'organisation réussie de la COP 15 sur la lutte contre la désertification qui a débouché sur l'Abidjan Legacy Programme. Le traitement des nuisances olfactives dans le canal d'Anoumambou. Des acquis que le nouveau locataire du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique compte poursuivre avec l'implication de tous. L'administration est une continuité. Je m'engage donc à poursuivre les différents chantiers afin de contribuer à la protection de l'environnement, à la promotion du développement durable et à instaurer une véritable transition écologique dans notre pays. Je voudrais pouvoir compter sur chacun d'entre vous, chers collaborateurs, pour réussir cette mission. Au nombre des défis qui attendent le ministre Jacques Assaoré-Conan, la COP 28 qui se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre et qui verra la participation effective de la Côte d'Ivoire. Depuis le 17 octobre dernier, la ministre Miss Belmondo Dogo a aussi en charge la cohésion nationale, en plus de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Les affaires de ce département, précédemment tenues par Konan Kwadjo-Bertin, lui ont été remises hier vendredi 20 octobre. La cérémonie était placée sous la supervision du secrétaire général du gouvernement, Roger Charles Mangda, comme nous le montrent Kadi Koné et Michel Mambo. Remise de parapheurs, poignée de main chaleureuse, Kwadjo Konan-Bertin, ancien ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, passe le flambeau à Miss Belmondo Dogo, nouvelle ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. En fin de mission, le ministre sortant ne manque pas d'exprimer sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et de dresser le bilan de ces 34 mois passés à la tête de ce département. Sous la houlette du chef de l'État et du gouvernement, des acquis importants sont à relever. Il s'agit notamment de l'accélération du retour des exilés et des réfugiés sanctionnés par la clause de cessation du statut des réfugiés ivoiriens dans les pays de la sous-région. Le retour de l'ex-président, M. Laurent Gbagbo, et le retour de Charles Blé Goudé, ainsi que le retour d'artistes de renom. La désormais ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, dit, elle, s'inscrire dans la continuité. Elle appelle à l'engagement de tous pour une Côte d'Ivoire solidaire. Je mesure les devoirs qui sont les miens, avec un esprit de service, une détermination à servir au mieux le président de la République et les Ivoiriens. Je m'emploierai avec beaucoup d'humilité et de rigueur, comme le commande le président de la République, à incarner ses valeurs pour la réalisation de sa vision en matière de cohésion nationale, de solidarité et de lutte contre la pauvreté. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée sous la supervision du secrétaire général du gouvernement, Roger Charlemagne Da. Il y a eu aussi cette double passation de charges à l'immeuble Siam du Plateau entre d'une part le ministre de l'économie et des finances et celui du budget et du portefeuille de l'État et d'autre part entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre du plan et du développement. Un seul engagement, gérer au mieux les finances, assurer la croissance et sauvegarder le patrimoine de l'État comme nous le montre l'ancien Bakayoko. En remettant les documents budgétaires à Adama Coulibaly, Moussa Sanogo a levé un coin du voile sur quelques réformes engagées, des réformes qui ont significativement contribué à l'assainissement des finances publiques. Mais il a présenté l'environnement international ambiant relativement défavorable. Les enjeux et les défis auxquels fait face l'économie internationale, l'évolution pas toujours aisée de la conjoncture internationale, en tout cas nécessite que nous puissions vous accompagner de nos prières. Faire en sorte donc que cette mission qui vous est confiée soit couronnée de succès. Pour garantir ce succès, le président Alassane Ouattara mise sur une politique budgétaire en mesure de faire face aux différents chocs macroéconomiques qui se traduisent notamment par une inflation généralisée et une hausse des taux d'intérêt mondiaux. Dans un tel contexte, un point d'honneur devra être mis sur la mobilisation des ressources nécessaires au financement du plan national de développement. Il s'agira aussi et surtout
de garantir la viabilité des finances publiques et d'assurer le respect de nos engagements, notamment ceux en lien avec le programme économique et financier 2023-2026. Après Moussa Sanogo, un autre passage de témoin entre Adama Coulibaly et Nialé Kaba, désormais en charge de la politique économique. Le parafait posé sur le bureau du nouveau ministre de l'économie, du plan et du développement, de nombreux dossiers prioritaires. Parmi ces dossiers, je citerai notamment le suivi de la conjoncture économique, le renforcement de l'intégration économique sous-régionale, le renforcement de la coopération économique avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que le suivi du cadre macroéconomique. Selon le ministre des Finances et du Budget, la clé pour une efficacité certaine réside dans une rapide adaptation au nouveau cadre institutionnel et dans la célérité imprimée au traitement des différents dossiers. Nialé Kaba mesure l'ampleur de la mission. Au moment où la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un programme économique et financier de dernière génération avec le Fonds monétaire international, je m'emploierai pour ma part à poursuivre avec détermination les chantiers que vous avez initiés en collaboration avec les ministères concernés pour l'atteinte des objectifs fixés. Un dispositif sous le modèle d'une navette administrative sera mis en place entre les deux cabinets ministériels dans l'objectif d'un meilleur traitement des questions économiques transversales. Les résultats au titre du troisième trimestre 2023 de la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire sont connus. 910,7 milliards de francs CFA recueillis pour un objectif de 965,8 milliards. L'on note donc un manque à gagner en raison d'un resserrement des activités liées aux périodes électorales. C'est au cours d'un séminaire tenu dans la commune de Port-Boué que la DGI a dévoilé ses résultats. Le témoignage de Juliette Ouéa. Une moins-value de 55 milliards de francs CFA enregistrée par la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire au titre des recettes du troisième trimestre 2023. Les activités du troisième trimestre se sont portées de façon, disons, un peu mitigée sur un objectif de 965 milliards. Nous avons pu récolter 910, donc c'est un trimestre qui a été relativement difficile. Vous comprenez le contexte qui a prévalu, la période électorale. Donc il y a eu beaucoup d'activités politiques qui ont fait que les résultats n'ont pas été véritablement à la hauteur. Mais avant ce trimestre, les deux premiers trimestres de l'année se sont très bien passés. Des résultats à booster pour le quatrième et dernier trimestre de l'année 2023. Pour atteindre cet objectif, la Direction générale des impôts, la DGI, qui représente environ 50% des recettes intérieures du pays, veut améliorer son efficacité. Nous avons un objectif de 808 milliards à collecter et nous allons agir sur beaucoup de leviers. Vous savez qu'actuellement, nous avons le programme économique et financier du Fonds monétaire international, avec le gros engagement pris par l'État de Côte d'Ivoire. Mais à côté de tout ça, nous avons des leviers. Nous avons quelques années fait des réformes importantes au niveau informatique, au niveau de la modernisation de notre administration, au niveau de la simplification des procédures. Et aujourd'hui, nous voyons de plus en plus une bonne adhésion à l'impôt. Le directeur général adjoint des impôts de Côte d'Ivoire, Aboubakari Cissé, a encouragé ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour le quatrième trimestre 2023. Bientôt, très bientôt, un guide méthodologique de contrôle des systèmes de gestion des finances publiques verra le jour. Le document est en cours d'élaboration dans la ville historique de Grand-Bassam. Ce sera un condensé de bonnes pratiques internationales et des directives de l'UEMOA en matière de gestion des finances publiques. Il place le contrôle financier au début, pendant et à la fin de l'action publique pour la satisfaction des attentes des populations. Les travaux pour l'élaboration de cet outil de modernisation de la gestion budgétaire ont démarré le mercredi 18 octobre. On en sait un peu plus avec Léon Brou. Écoles, centres de santé, routes et autres infrastructures publiques. La liste est longue et atteste que l'État travaille pour les populations. Mais question, ces dépenses publiques donnent-elles satisfaction aux usagers de ces réalisations en termes de qualité ou de justesse? Difficile pour le contrôleur financier, pourtant acteur de la mise en œuvre du budget de l'État, de répondre. En cause, l'absence de mécanismes objectifs de contrôle de gestion dans les finances publiques. Nous avions des dispositifs, mais nous pensons que les dispositifs que nous sommes en train d'embarquer nous permettront d'être encore plus efficaces, d'être encore plus efficients, étant entendu que la gestion budgétaire nouvelle
veut que nous soyons orientés résultats. Un guide méthodologique des systèmes de contrôle de gestion dans les finances publiques, voilà qui mobilise à Grand Bassam les 32 départements ministériels. Les réflexions consistent à mettre en synergie les directives de l'UEMOA en matière de réforme des finances publiques et les bonnes pratiques internationales de contrôle de gestion. Est-ce que nous sommes capables de définir des résultats en début de gestion et être capables de les atteindre à la fin de la gestion? L'objectif étant à terme la satisfaction des populations. Un autre objectif, c'est l'efficacité de l'action et l'efficience de la gestion budgétaire. Parce que les besoins croissant plus vite que les ressources, il faut que les dispositifs d'efficience nous permettent d'être efficaces en consommant moins. Suivra la validation du guide méthodologique des systèmes de contrôle de gestion, la formation des utilisateurs de l'outil. Toujours dans le cadre du projet d'appui aux finances publiques, à la planification et aux statistiques, cofinancé par l'État et l'Union européenne. Et dans un tout autre chapitre, la deuxième promotion du Master international Genre, Économie et Gestion durable de l'eau vient d'être lancée. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Le Master permettra donc aux étudiants de comprendre les enjeux et les opportunités liées aux questions du genre et de l'eau. Euphrasie Yao, elle-même titulaire de la chaire UNESCO, a fait la promotion de ce Master. Le témoignage de Dangui Dangui. L'eau, source de vie, dit-on, au cœur d'un master international, genre, économie et gestion durable de l'eau, à l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et de gestion de l'université de Cocody. La rentrée solennelle de la deuxième promotion a eu lieu ce samedi en présence des étudiants intéressés par la problématique de la gestion de l'eau. Le milieu dans lequel je travaille, nous contrôlons beaucoup les entreprises, voilà, et ils font beaucoup de rejets d'eau. Et ça m'a vraiment captivée parce que l'eau, c'est une source qu'on doit protéger. Mais lorsque eux, ils utilisent, ils rejettent après l'eau qu'ils traitent selon eux, ou soit c'est usé, et puis ils traitent et puis ils rejettent. Pourtant, c'est possible de réutiliser cette eau. Titulaire de la chaire UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de décision, Euphrasie Kwasi-Yao a présenté aux étudiants les enjeux et les opportunités liées aux questions du genre et de l'eau. On a conçu cette formation de façon multisectorielle et transdisciplinaire. Cette formation également joue un rôle important dans la promotion de la coopération internationale, car les défis liés à l'eau ne connaissent pas de frontières. Et les experts qui sortiront donc de notre école, à savoir le master professionnel international en genre, économie et gestion durable de l'eau, seront les ambassadeurs de la solidarité et de la coopération internationale pour une gestion équitable et durable de l'eau. Le master international genre, économie et gestion durable de l'eau est ouvert au monde estudiantin et professionnel et vise à offrir aux apprenants des outils scientifiques nécessaires pour la recherche et la résolution de différentes problématiques relatives à l'eau et au genre. Un soulagement, la fin du calvaire, une libération. Ce sont les termes employés par les usagers de l'autoroute à Bobo-Adjamé au niveau du carrefour appelé Makassi. Ils accueillent, vous le verrez, avec beaucoup de joie, l'ouverture de l'échangeur prévu probablement pour ce lundi 23 octobre. Cet échangeur de type flyover, long de 500 mètres, vise à fluidifier la circulation dans cette zone qui jouxte la voie menant à Williamsville à la voie express à Bobo-Adjamé. Le récit de Mahama Traoré. Sur le chantier, les techniciens s'attellent aux dernières tâches pour la pose des bandes blanches. Le nouvel échangeur du carrefour Makassi sur la voie express à Bobo-Adjamé se peaufine à 48 heures de l'ouverture à la circulation. Les lampadaires de type LED sont déjà installés, de même que les rampes. Dans l'ensemble, l'ouvrage bâti s'étend sur 500 mètres de long. Comme vous le voyez, nous sommes à 90%. Il y a de l'embouteillage à ce carrefour. Donc, cet ouvrage va permettre d'enjamber ce carrefour sans interaction avec les autres flux de véhicules provenant des autres quartiers comme Williamsville et autres. Ce samedi, sur la page Facebook de RTI Info, les internautes réagissent favorablement à cette annonce de l'ouverture à la circulation de l'échangeur de Makassi. Le soulagement est le même pour les automobilistes rencontrés dans l'emprise du projet. Dieu merci. Et puis on dit merci aussi au président de la République et tous ceux qui ont participé par rapport à l'île. Voilà. On veut que la gare finisse comme ça, sinon on souffre. D'accord. On souffre même matin, midi, soir, on souffre. Il y a trop d'embouteillages, donc ça nous fatigue.
Ça fait que pour avoir la recette là, c'est très difficile. Donc nous souhaitons que les travaux seront accélérés pour que chacun va circuler normalement. C'est depuis mai 2022 que l'autoroute Abobo-Adjamé connaît un rétrécissement du fait des travaux de cet échangeur, ce qui cause des bouchons interminables et oblige chaque soir des milliers de piétons à marcher de longues distances entre Adjamé et Williamsville pour échapper à la zone congestionnée. C'est vraiment très difficile. Voilà, quand nous essayons d'emprunter le véhicule d'Adjamé, nous sommes de la voiture, prendre 3 heures du temps à cause de l'embouteillage. Cet embouteillage-là, les femmes sont fatiguées, nous aussi on est fatigués. On ne peut pas dormir quand on ne sort pas tôt aussi matin, à 3 heures du matin, 4 heures du matin. C'est le même problème là en venant aussi. Tous espèrent connaître la fin du calvaire dès ce lundi avec l'ouverture à la circulation du nouvel échangeur de Makassi. Une ouverture qualifiée de provisoire par les techniciens, le temps d'aménager les voies latérales ayant servi au trafic durant le chantier et de la remise officielle de l'ouvrage aux autorités compétentes. Une note de santé dans cette édition avec cette mobilisation des forces dans la commune de Koumassi pour lutter contre le cancer du sein. Plus de 400 femmes ont été sensibilisées et invitées au dépistage. L'événement est organisé par la mairie de Koumassi et le Rotary Club Abidjan Elixir. Julia Touéa. Les femmes de la commune de Koumassi mobilisées contre le cancer du sein. Environ 400 jeunes filles et femmes adultes participent à cette campagne de sensibilisation initiée par les autorités municipales et le club service Rotary Abidjan Elixir. Les messages sont délivrés en français et en langue vernaculaire, notamment le bambara et le baoulé. Comme résolution, je vais sensibiliser autour de moi parce que c'est bien dommage. Il y a une maman qui est décédée avant-hier du cancer de sein. Donc je vais prendre la décision de sensibiliser autour de moi, de leur dire de ne pas faire de tabou, d'échanger beaucoup aussi avec nos petites sœurs qui arrivent afin d'éviter vraiment que ce phénomène prenne encore de l'ampleur. Plus de dépistage, il y a une prise en charge qui se fait derrière. C'est-à-dire que les dames qui sont dépistées positives, ils sont aidées. Seul le dépistage précoce permet de lutter efficacement contre cette pathologie parce que si le cancer du sein est dépisté tôt, on en guérit à plus de 90% et on conserve toute sa féminité en conservant son sein. L'obésité est un facteur de risque du cancer du sein. Le tabagisme, l'alcoolisme, la prise des oestrogènes progestatifs au-delà de 2 ans, la ménopause tardive, la puberté précoce, avant 12 ans, quand un enfant fait ses menstrues, il faut surveiller l'enfant. Et comme je le disais également, il y a l'alimentation, éviter de manger trop gras. Après les échanges avec les professionnels de la santé, place au dépistage gratuit. Il s'agit d'un examen clinique basé sur l'observation et la palpation des 2 seins. Rappelons que plus le cancer du sein est détecté tôt, plus la durée des soins sera réduite et les chances de guérison augmentées. Une autre maladie continue aussi de tuer, c'est l'AVC, mais des forces s'unissent pour venir à bout de l'accident vasculaire cérébral qui touche environ 15 000 Ivoiriens tous les ans. Il y a donc nécessité d'en finir avec cette pathologie. En prélude aux Journées nationales de lutte contre l'AVC, l'ONG AVC Espoir a initié aujourd'hui une marche sportive et une séance de sensibilisation sur les facteurs de risque de la maladie, comme nous le montre Khalil Diomandé. Plus de 200 personnes vont debout contre l'AVC, accident vasculaire cérébral, à travers cette marche sportive dans les rues de Cocody. Ces hommes et femmes tiennent tous à se mettre à l'abri de l'AVC. Regardez à notre âge, il faut vraiment se protéger contre l'accident vasculaire cérébral. Nous invitons tout le monde à adopter cette attitude, à bouger, à faire du sport. L'un des facteurs de risque de l'AVC, c'est la sédentarité. La sédentarité, mais aussi les maladies cardiovasculaires. L'hypertension artérielle, c'est le premier facteur de risque de l'AVC. Voilà. Après, il y a le diabète, il y a le tabac, la prise de tabac, la prise d'alcool. L'obésité aussi, c'est un facteur de risque d'AVC. Depuis 2018, l'ONG AVC Espoir s'est donné pour mission de freiner la propagation de l'AVC. La pathologie fait déjà énormément de dégâts en Côte d'Ivoire, avec environ 15 000 cas chaque année. Cette marche sportive est un pan des activités de la 4e journée nationale de lutte contre l'AVC. Donc après cette étape de la marche,
nous vous donnons rendez-vous pour la journée institutionnelle. Donc à cette occasion, nous allons offrir des bons de prise en charge des séances de rééducation à une centaine de malades. Mon combat, c'est d'éviter que d'autres personnes viennent grossir nos rangs. La cérémonie institutionnelle de la Journée nationale de lutte contre l'AVC se tiendra le 28 octobre prochain à l'INSP d'Adjamé autour du thème « Prise en charge de l'AVC en Côte d'Ivoire, défis et perspectives ». Et dans l'actualité sportive, en Ligue 1 football, le derby du Nord a tenu toutes ses promesses. L'AS Denguele est venu à bout du CO Korogo. 2-0. Le match comptant pour la deuxième journée de Ligue 1 s'est déroulé ce samedi 21 octobre au stade Robert Champroux de Marcory. Et puisque la musique adoucit la mœurs, pour reprendre Platon, voyons à présent ce concert de John Kiffy. L'artiste a renoué samedi dernier avec son public au Palais de la Culture de Trècheville. Cela faisait longtemps, très longtemps, qu'on ne l'avait pas vu sur les scènes ivoiriennes. Mais John Kiffy, vous le verrez, n'a pas dessus. Un reportage de Serge Pacom Didi, commenté par Jean-Marc Djadji. Le Zézé Pop continue de faire des vagues. John Kiffy, le roi de ce rythme, célèbre son retour sur la scène. L'artiste revient avec Ethiopia, son nouvel album, le 6e de sa carrière. J'ai mis du temps avant de venir. C'était pour renouer un peu avec mon public et leur dire que le Zézé Pop se porte vraiment bien. C'est un John Kiffy gonflé à bloc qui harangue ce public acquis à sa cause. Trop bon, il chante bien. Tout ce qu'il dit, ça fait partie de la vie. You are non. L'artiste revisite des titres cultes de son riche répertoire. La salle Louga François du Palais de la Culture, transformée pour la circonstance en un bal poussière. On a été nourris par la mélodie de John Yalé et aujourd'hui nous sommes contents d'être là pour le soutenir. Yalé! C'est dommage que les Ivoiriens ne puissent pas s'approprier de tels moments de partage. C'est professionnel, c'est superbe. Je suis venu apporter les encouragements du ministère de la Culture et de la ministre en particulier à John Kiffy. J'avoue que le spectacle, tel que je l'ai vu, est un véritable régal. John Kiffy, toujours en verve, n'a fait que confirmer tout le talent qu'on lui reconnaît. Internationale, l'attente finissait par devenir longue. La porte d'entrée entre l'Égypte et Gaza s'est finalement ouverte aujourd'hui. L'aide humanitaire parvient dans l'enclave pour la première fois depuis le début de l'attaque du Hamas. Une ouverture très brève, seule une vingtaine de véhicules a pu passer. 1 à 2 camions contiennent du matériel médical, mais on ne sait pas encore quoi exactement. Se désole Mahmoud Hamad, le responsable au ministère de la Santé à Gaza. Mais pour les Gazaouis, il s'agit d'une première victoire. Depuis près de 2 semaines, Gaza est sous blocus total. Les hôpitaux sont débordés de blessés. Il manque également du matériel. On ne peut craindre le pire parce que ça ne va pas être suffisant, craint Léo Kans, responsable Médecins sans frontières à Jérusalem. L'ONU, de son côté, espère que ce convoi ne sera pas le dernier. Et de son côté également, Israël refuse toujours un cessez-le-feu. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information revient à 6h30 ce dimanche sur RTI1. Quant à moi, je vous retrouve à 23h. Excellente soirée.